Ladies and gentlemen, please welcome Director, McKinsey & Company, Asha Lakey. Thank you. Good morning, everybody. Good morning. It's clearly been a late night. Welcome this morning to our first session. It's actually a double hit session. The first part of it will focus on the African consumer. We know we've spoken a lot about the growth in Africa, and we've spoken a lot about how the African consumer looks different from what they were 10 years ago. So I want to spend some time thinking about that consumer, understanding the consumer, and figure out how we can best serve and make money off of that consumer. And the second session is going to talk about the SME opportunity. That's a big issue we have. Many of these consumers buy products from SMEs, work for SMEs, have started SMEs, but we still have a problem in Africa around how do we scale up our SMEs and how do we grow them. So the second half of the program will focus on the SME opportunity. Now, before I invite my panel to come up on stage, just wanted to share with you a bit of findings that we came up with from our latest report. As you know, a few years ago, we looked at, we published a report called Lions on the Move. It looked at the growth in Africa, really understood where the growth came from. What we realized in that report was, one, that the growth was quite sustainable and it was widespread across many countries. But more importantly, that the resources sector, only contributed about 24% of the growth, right? So it wasn't sort of 50, 60% that people expected. Most of the growth, 45%, so close to half of that growth, came from consumer-facing sectors. So be it telecoms, financial services, fast-moving consumer goods, retail. And as a result of that, we set out last year to really understand the African consumer. And we just published a report a few months ago, as McKinsey called The Rise of the African Consumer. So just wanted to share with you some of the trends we found. We interviewed 15,000 consumers across 12 countries, did a lot of analysis, compared it to other regions in the world. And just a couple of the trends that we found coming out of that report. And then we'll get into the implications with our panel. So first, as we know, and I think we've spoken a lot about it, we have the fastest growing population and the biggest youth population in the world. Think about it, in the next 20 years, of all the global population growth, Africa is going to account for 40%. That's 40% of the entire population growth over the last 20 years. So that's a big deal. Secondly, these youth consumers are very different from the older generation. Right? They're a lot more brand conscious, so brands matter a lot. They're a lot more brand loyal, as we think about how to take advantage of that. They're a ton more tech savvy, and you can see that here. We'll talk about it on the panel. And a lot less price sensitive. So these are all new phenomena that are emerging across the continent that we need to, as companies, figure out how to take advantage of. The second, which was surprising to us, is the African consumers are extremely optimistic. We asked this question. How many of you believe that you'll be better off 2 years from now than you are today? And on average, 84% of Africans told us they'll be better off 2 years from now than they are today. Now, this varied per country. Anybody from Ghana here? No? Well, there we go. Ghanaians, 97% of Ghanaians said they'll be better off 2 years from now. 74% of Nigerians. In North Africa, it was a lot lower, I guess, because of the crisis they've been going through. North Africa was about less than 30%. But on average, 84% of Africans felt they'll be better off 2 years from now. Now, of all these households, by 2020 again, from our analysis, 50% of these households would have what we call discretionary income. This is an income at which they can spend half of the income on non-food items, so they can really start to contribute and buy basic goods and services. Right? Think about it. So half of the households would have discretionary income, and that's a massive shift. And everybody talks about the 300, 400 million Africans that come into the middle class. Massive shift. How do you take advantage of that? Third, the urban explosion. We say think cities, not countries. We talk a lot about countries, it's 54 countries, but at the end of the day, especially on the consumer front, it's about cities. Just to give you a sense, in the last 15 years, we've come up, in the last 10 years, we've added 15 cities with 1 million or more people in the last 15 years alone. 50 African cities that account for 13% of the population will account for 40% of the growth. So just 50 cities will account for 40% of our growth going forward over the last 10 years. And the per capita consumption in these cities is typically twice as high as the average. So the per capita consumption in Lagos versus Nigeria's average, or in Addis versus Ethiopia's average, or in Accra versus Ghana's average is twice as high. Right? So very, very different in how you think about serving these consumers in cities.
Fourth point, and I'm going to wrap up very quickly, Africans are online, right? So about 52% of Africans access the internet in the last 4 weeks. That's compared to about 53% in China and only 45% in Brazil. Now, what they use to access the internet is very different. It's primarily from a mobile phone, but that's a big difference. And then finally, we talk about Africa and the cities, but it's not a one-size-fits-all phenomenon. It's quite different. We have different consumer segments, and they differ by country. So just some of the brief findings come out of a report. The report is public. It's called The Rise of the African Consumer. Now, to help us understand the implications of these findings, let me invite my first panel to join us. So we'll start with Willy Aseko, who's Managing Director of Les Transports Citadins. Please join us, Willy. Céline Victoria Fotso from Jowanda Magazine. Manoj Kohli, the Managing Director of Bharti Airtel across Africa. And Véron Mancou, from the founder of VMK. Please join us. So first things first, let's start with you, Céline Victoria. Yes. You deal with these consumers on a daily basis as part of your online media platform. So why don't you share with us, what are they really interested in today? Alors, tout d'abord, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Je suis très contente et très fière d'être ici. Parce que c'est vrai que Jowanda Magazine est un magazine donc, sur le divertissement, la culture, le lifestyle, avec pour mission de parler de l'Afrique d'une façon positive. Et la chose étonnante, pour la petite histoire, c'est un site qui est né des réseaux sociaux. Nous avons commencé comme une page, une fan page sur Facebook, et à la demande des fans, eh bien, Jowanda Magazine est né, il y a 3 ans maintenant. Et c'est ce qui fait que nous sommes très proches de nos lecteurs depuis 3 ans. Depuis 3 ans, nous sommes main dans la main, nous sommes comme une famille. D'ailleurs, je leur dis bonjour, ils nous suivent sur Internet. Et donc, c'est ce qui fait qu'on sait un petit peu ce qui intéresse ces lecteurs-là, ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui que notamment ces internautes-là, ces consommateurs, ces nouveaux consommateurs africains, déjà consomment Internet. Si Jowanda existe aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un public qui va sur Internet. Donc Internet est déjà un domaine très couru dans la jeunesse notamment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dirais la mode. La mode est un domaine qui intéresse beaucoup les Africains. On voit une tendance depuis quelques années avec le wax, le pagne, qui est devenu à la mode. On a toujours porté finalement le pagne chez nous en Afrique, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, il y a un regain. C'est devenu very fashion. Wax is fashion today. Et quoi d'autre? Il y a les voyages. Les Africains voyagent de plus en plus et voyagent de plus en plus au sein de l'Afrique, ou tout au moins essayent, parce que comme vous le savez, ça reste encore difficile, malheureusement, de partir d'un pays à l'autre en Afrique, ce qui devrait d'ailleurs changer. Qu'est-ce qui les intéresse encore? Je dirais tout ce qui est immobilier. Il y a une grande tendance, effectivement, à tout ce qui est immobilier, appartements. On est plus dans une tendance d'avoir des appartements maintenant. Et les Africains d'ici et d'ailleurs, parce qu'il faut penser aussi à la diaspora, ils rentrent dans cette catégorie de nouveaux consommateurs africains. Et ils sont très intéressés, notamment ces Africains-là, à l'immobilier. Il y a une grande tendance pour ce qui est des meublés. C'est une tendance là qui a 3-4 ans éventuellement. Et les produits culturels. Ça aussi, c'est un domaine qui intéresse grandement les Africains. Et je dis bien produits culturels, je ne dis pas la culture, parce que malheureusement, on a tendance à voir ça comme un grand domaine. Je parle bien de produits culturels, parce que je pense qu'il faut vraiment le voir, il faut voir la culture et ce qui la compose comme des produits. Quand je dis produits, c'est quoi? C'est le CD, c'est-à-dire la musique, donc, le film, la série, donc le concert, les spectacles, le théâtre.
qui doivent être considérés comme des produits et être vendus aux consommateurs comme des produits. On dit souvent, oh, les Africains, non, la culture, ça ne les intéresse pas vraiment, ils n'aiment pas trop le théâtre, etc. Mais en fait, en réalité, on le sait tous, on adore la musique, on adore les films, on adore la mode, enfin, oui, on peut rajouter la mode, mais le théâtre, etc. Donc les produits culturels aussi ont une grande audience au sein des consommateurs africains. Et justement, ce que je dirais qui manquerait un petit peu, et des pays comme le Nigeria l'ont réussi, c'est créer une vraie filière, une vraie industrie, notamment au niveau de la culture. On y reviendra peut-être un petit peu. Je voulais poser une question. Et donc, comment générer des profits avec cette catégorie de consommateurs? Alors, justement, comment générer des profits? Ça commence déjà par créer des produits qui leur ressemblent. Ça commence par créer des produits qui leur sont dédiés, idéalement même par des Africains. Mais c'est vrai que du coup, tout simplement, on le voit tous les jours au sein de notre lectorat, lorsque vous leur proposez des produits qui leur parlent, qui répondent à leurs attentes, à leurs problématiques, en réalité, ils consomment et avec grand plaisir. Ça paraît presque, je dirais, très bête, mais malheureusement, il en manque encore des produits comme ça. Et je dirais tous les domaines confondus, il manque encore des produits typiquement adressés aux Africains. On a remarqué que la tendance a un petit peu changé au niveau des produits de beauté, cosmétiques. On a compris quand même maintenant depuis quelques années que effectivement, il fallait faire des produits adressés à cette cible-là. Donc qui répondent à leurs attentes, leurs problématiques par rapport aux cheveux, par rapport à la couleur de peau, etc. Et il faut continuer pour tous les domaines. Comme je dis, la musique, la culture, tous les domaines peuvent avoir leurs propres produits. Et lorsque vous réussissez à créer un produit pour l'Africain, après je dirais que c'est comme pour tout marché, hein. Après ça suit les mêmes règles. Maintenant, pour ce qui est par exemple d'Internet, nous concernant pour Joanna Magazine, on est en plein dans cette problématique. Heureusement qu'Internet, malgré tout, évolue. Ça reste encore assez limité, finalement, en termes de connectivité, en termes de prix, etc. Alors, pourtant, l'Africain consomme Internet, mais à des limites au niveau technique et accessibilité. Donc, depuis, dans la mesure où Joanna Magazine, notamment pour cet exemple-là, c'est une aventure qui n'était pas prévue. Donc on est depuis un an, on a été dans une réflexion, comment on crée un business model sur un site internet africain pour les Africains. Je n'ai même pas encore fini, je suis encore en train d'écrire mon business plan, donc j'ai pas encore fini, je peux pas entièrement répondre à cette question. La vraie problématique, elle est comment en offrant des produits, donc un site internet à des Africains, comment on peut retirer des profits hormis la publicité, parce que c'est un média, donc forcément le premier axe, je dirais, va être la publicité, on va dire c'est le classique, mais en réalité il y a plein d'autres axes qu'on peut développer concernant un site internet. Mais revenons sur cette question de produits et j'aimerais, Vérone, une question pour vous. Donc, votre entreprise développe des produits innovants pour les Africains. Quelle a été votre expérience? Il faut dire qu'en 3 ans, nous avons beaucoup appris. Il y a 3 ans de cela, nous annoncions notre premier produit qui était une tablette tactile. Il se trouvait qu'elle était la première conçue en Afrique et il y a eu une bonne réaction du marché. Il y a eu un gros buzz qui s'est créé. Beaucoup de gens étaient intéressés par ce produit. Mais il s'est passé quelque chose de drôle et cette chose, je pense que tous ceux qui se sont lancés dans le marché européen ne l'ont pas vécu quand ils sont arrivés dans le marché africain. C'est-à-dire, c'est que quand, par exemple, vous êtes en Occident, vous lancez un produit comme une tablette, tout le monde sait ce que c'est une tablette. Ce qui fait qu'après le buzz vient la phase d'achat, la commercialisation. Et nous, dans notre cas, nous étions pionniers ici. Nous avons lancé donc notre tablette et
bien que les gens se sont rendus compte que c'était vraiment une avancée technologique, mais la première question c'était qu'est-ce qu'on fait avec une tablette? Ce qui fait qu'avant de commercialiser, avant de vendre chaque tablette, nous étions obligés de faire ce qu'on appelle l'évangélisation ou de l'éducation. C'est de dire aux gens, bon voici, avec une tablette tu fais ça, tu passes par là, ainsi de suite, les usages sont celles-ci, voilà, c'était un peu une particularité que d'autres n'ont pas rencontrée dans d'autres marchés. Mais nous avons réitéré notre expérience dans les nouvelles technologies en lançant un smartphone, le smartphone Elikia que j'ai ici. Et là, la réaction était différente parce que les gens savaient c'était quoi un téléphone et donc naturellement ils sont tous rentrés dans cette brèche que nous avions ouverte. Et il s'est passé quelque chose aussi de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres nous disent qu'il y a 500 millions de téléphones en Afrique, dont 15 millions de smartphones. Ça, c'est les chiffres les plus récents. Mais ce que ces chiffres ne disent pas, c'est que la plus grande majorité de ces téléphones qui sont vendus en Afrique sont des téléphones de seconde main. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un phénomène qui fait qu'on suit beaucoup les tendances, mais nous n'avons pas les budgets qui vont avec. Ce qui fait que les gens préfèrent, quand ils veulent avoir un téléphone classe, c'est d'attendre que ce téléphone arrive au marché d'occasion. Et ce qui fait que le pourcentage de téléphones vendus, au fait, neufs, sont, je pense que relativement bas. Et quand on parle de 500 millions de téléphones, je pense qu'une minorité sont des téléphones neufs. Et quand nous avons mis notre téléphone sur le marché, non seulement qu'il y avait un facteur prix, notre téléphone était vendu à 85 000 francs, est toujours vendu à 85 000 francs, non seulement qu'il y avait un facteur prix, mais les gens aussi se sont rendus compte qu'en achetant ça, ils avaient... c'est de la tendance, c'est le smartphone, c'est la technologie, mais à un prix accessible. Ce qui fait que nous ne pensons pas que les gens ont racheté ces téléphones en occasion parce que c'était accessible enfin. Là où sur le marché, vous pouviez avoir un téléphone à 2 fois plus cher étant un téléphone d'occasion, vous avez un téléphone 2 fois moins cher qui est un téléphone nouveau. Donc il y a tout ça qui nous a permis d'en arriver là, mais... quand on voit un peu comment se passent les choses, quand on voit un peu qu'on a une jeunesse qui est assez dynamique, les chiffres disent que 53% des revenus personnels vont auprès des cibles de jeunes, ça représente un vrai réservoir de parts de marché pour nous et c'est ce réservoir que nous voulons remplir dans les années à venir. Mais à part le prix, quelle est vraiment la différence entre vos produits designés pour les Africains et les produits qu'on pourrait trouver à l'étranger? Vous savez, moi, je considère que seul un Africain peut savoir ce que l'Africain a besoin. Et quand on va dans cette logique, on a 2 choses, pour ne pas dire 3. Et ces 3 choses constituent l'écosystème de VMK. Premièrement, c'est le device. Avant de donner quelqu'un accès à la technologie, il a besoin d'un contenant. Un contenant, donc un terminal. Et ce terminal, c'est le device. Ce que nous faisons, premièrement, nous créons des devices, nous créons des terminaux. Nous avons fait avec la tablette, nous le faisons avec le smartphone et nous continuons à le faire. Deuxièmement, c'est le contenu. Quand on achète un produit technologique, ce n'est pas juste pour l'admirer, mais c'est pour faire quelque chose avec. Et cette chose, c'est du contenu au fait qu'on exploite, des services. Et tous ceux qui sont dans cette salle ont certainement des smartphones dernière génération. J'ai vu des iPhones, j'ai vu des BlackBerry et tout. Quand vous voulez acheter une application, quand vous voulez aller dans un marketplace, donc c'est comme App Store, comme BlackBerry World ou Google Play Store, et que vous voulez acheter une application, tapez le plan de Libreville, vous allez tomber sur le plan de métro de Paris, le plan de... Voilà, ça c'est la réalité. C'est que ces contenus, c'est vrai ce sont des téléphones tendance, mais ces contenus ne correspondent pas à nos besoins. Et nous, chez VMK, nous avons un marketplace que nous appelons VMK Market qui aide à pousser les contenus développés en Afrique, à promouvoir ces contenus-là. Ce qui fait que quand vous êtes à Brazzaville et que vous êtes sur VMK Market, quand vous cherchez plan de Brazza, vous tombez sur Brazzaville. Quand vous cherchez hôtel à Brazzaville, vous tombez sur Brazzaville. Mais moi, quand à l'époque j'avais l'iPhone, quand je tapais hôtel à Brazzaville, ça me donnait Expedia ou TripAdvisor qui ne me donne que des hôtels à Paris, à tout ça. Et je ne pense pas que ça, c'est pour le marché africain. Vous savez, un de vos rapports que j'ai lu il y a quelques mois disait qu'il fallait penser local et ajuster les prix. Penser local, c'est penser aussi en termes de prix, penser aussi en termes de contenu. Et quand je parle de contenu, il y a un fait. Dans d'autres marchés, le contenu a généré un business. C'est-à-dire tous ceux qui développaient des applications, aujourd'hui on a appris que des applications comme Instagram ont été vendues à 1 milliard de dollars. Ça générait du business parce qu'il y avait une solution de monétisation. C'est-à-dire que tous les contenus n'étaient pas gratuits.
Tu pouvais aller sur une place de marché et tu achetais un livre, tu achetais une application, tu achetais de la musique. Mais en Afrique, on n'a pas accès à cela. Pourquoi? Parce que nos banques ne nous donnent pas accès aux cartes de crédit qui nous permettent d'acheter sur Internet. Ce qui veut dire, tous ceux qui doivent développer des applications en Afrique devaient le faire gratuitement. Et je ne pense pas que c'était une bonne chose pour le marché. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé une solution de paiement, un peu sur la base des cartes mobiles, des cartes à gratter. C'est-à-dire, quelqu'un achetait des cartes VMK Market, vous grattez par exemple une carte de 5 000 francs, vous rentrez dans le système et vous pouvez faire des achats sur le système à hauteur de 5 000 francs. Ce qui était une bonne chose parce que non seulement que les gens ont eu la possibilité d'acheter des contenus premium, mais aussi les développeurs, c'est surtout eux qui développaient avant gratuitement, ont commencé à développer des applications payantes et aujourd'hui ils peuvent vivre de leur art. Donc c'est ça. Concevoir un produit, quand on dit Designed in Africa, c'est ajouter non seulement de la dimension hardware, donc technologique, mais aussi la dimension contenu et apporter une solution de monétisation après. Vous savez, il y a un propos je pense, quelqu'un de All Africa qui a dit il y a quelques jours qu'en Afrique, il y a 700 millions de téléphones, je pense, plus qu'en Europe ou en Amérique, mais aucun de ces téléphones n'a été conçu en Afrique, non pas construit, mais manufacturé en Afrique. Mais moi, je pense que c'est une conception assez erronée parce que, bien que il y a plus de téléphones en Afrique qu'en Europe et aux États-Unis ou en Amérique, mais notez qu'en Europe et en Amérique aussi, il n'y a aucun téléphone qui est manufacturé sur place, pour la simple raison que ça coûterait moins cher d'utiliser des réservoirs de compétences comme la Chine que l'Afrique. Je peux vous dire une chose, et je vais vous le partager, c'est que si on veut concevoir par exemple un téléphone en Afrique, ce qui veut dire qu'en Afrique, quelque part, il devrait avoir une usine qui fait des écrans, une autre usine qui fait des batteries, une usine qui fait des microprocesseurs. Et aujourd'hui, l'environnement ne le permet pas. Ce qui fait que si on veut l'assembler en Afrique, il faudrait le faire importer. Il faudrait importer de la marchandise d'Asie du Sud-Est. Et quand on connaît les coûts logistiques, on se rend compte que c'est une mauvaise idée parce que concevoir ces produits en ce moment, aujourd'hui en Afrique, coûterait 3 fois plus cher que la concurrence. Nous avons fait une étude sur place. Et je peux vous donner encore un autre chiffre, c'est que quand nous avons fait par exemple notre tablette, faire importer une tablette, quand ça sort des usines à Shenzhen et que ça traverse pour aller à Hong Kong, de Hong Kong à Brazzaville, ça nous revient 10 $ la tablette. De Brazzaville à Libreville, si on envoyait de Brazzaville à Libreville, c'est 35 $. De Brazzaville à Dakar, c'est 170 $. Et je ne pense pas que si on se base sur ces chiffres, quelqu'un se mettait dans ce créneau, il trouverait gain de cause. Okay. Non, merci. Mais vous avez parlé des produits africains designés, conçus pour les Africains. Revenons vers vous, Willy. Donc, vous êtes dans le domaine des transports et vous offrez ce genre de produits ici au Gabon. Parlez-nous un peu du consommateur gabonais. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de me donner la parole devant un auditoire aussi important. Je voudrais, à titre préliminaire, souligner que si on se pose déjà la question de parler du nouveau consommateur africain, on reconnaît par là l'existence d'une nouvelle classe de consommateurs de produits fabriqués et de produits de services. Et les pays et les caractéristiques que vous avez mentionnées tout à l'heure sont des caractéristiques des pays qui sont dans une logique de développement. Le Gabon, mon pays, qui est également dans une logique de développement parce qu'il souhaite être un pays émergent à l'horizon 2025, ne reste pas en marge de tous ces changements. Et lorsqu'on part aussi du principe que le consommateur gabonais est dans cette mouvance de consommation globalisée, ce sont des caractéristiques qui reflètent également la réalité gabonaise. Donc vous avez pour le jeune Gabonais qui voit son pouvoir d'achat augmenter, le Gabonais moyen qui voit son pouvoir d'achat augmenter, il a naturellement de nouvelles exigences. S'il a la possibilité de s'acheter un smartphone, pour reprendre ce qu'il disait tout à l'heure, il souhaite avoir accès aux réseaux sociaux, par exemple, pour les jeunes. S'il est un jeune entrepreneur, comme moi, par exemple, et qu'il souhaite être en communication avec des clients qu'il a de l'autre côté du globe à des heures tardives, il souhaite avoir une bonne connexion, un bon accès à l'Internet afin de pouvoir communiquer avec ses clients-là. Donc, le consommateur moyen gabonais reste en effet dans cette mouvance. Okay. Et donc, quels sont les facteurs clés du succès dans votre secteur, au secteur des transports, avec cette nouvelle catégorie de consommateurs? Dans le secteur des transports, dans mon secteur, à moi qui est un secteur de prestation de services,
avant tout avoir un point focal qui est celui de l'exigence du client et l'exigence de la bonne qualité de service. Et la bonne qualité de service passe à la fois par les règles de bienséance, parce que vous pouvez arriver à des endroits où vous pouvez même avoir l'impression, en tant que client, de déranger celui qui est censé vous apporter un service. Ça vous pose un problème parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne revenez pas. C'est important. Ensuite, vous avez la gestion du temps. Le nouveau consommateur veut aller vite. Ça peut être l'investisseur. Aujourd'hui, on a 700 personnes dans notre salon de Gabon. Ça peut être l'investisseur qui arrive, qui n'a pas besoin de perdre du temps à l'aéroport, qui n'a pas besoin de perdre du temps pour venir vers vous. Il a besoin qu'on lui livre un véhicule à l'aéroport. Il ne veut pas forcément conduire. Il ne veut pas forcément gérer les problèmes d'intendance liés à la fourniture de carburant. Il ne veut pas forcément gérer les problèmes d'intendance liés au paiement. Donc il y a toute cette gestion, ces problèmes de gestion de temps et ces problèmes de gestion d'intendance. Mais également, lorsqu'on part du principe que le nouveau consommateur, il y a un point qui est très important. Le nouveau consommateur aujourd'hui ne consomme plus aveuglement. Quand on est dans l'industrie, il regarde la chaîne de production et dans le domaine de prestation de services, il fait attention à tous les aspects liés à la chaîne de prestation et regarde dans le cadre des transports, par exemple, je pense à la sécurité routière, qui est un fait très important. Le nouveau consommateur a besoin de savoir que les véhicules sont bien entretenus. Il a besoin de savoir que le chauffeur ne décrochera pas son téléphone s'il reçoit un appel, que le téléphone sera même éventuellement éteint. Il a besoin de savoir qu'une société de transport s'engage dans la lutte pour le renforcement de la sécurité routière. Et donc ce sont des exemples pour moi qui sont parlants et qui m'aident dans le secteur des transports à obtenir cette nouvelle clientèle. OK, no, merci. Manoj, you've been quite patient. You've ran operations, mobile operations across many countries in Asia. You're overseeing 17 countries in Africa. We talk a lot about the African consumer. How different is the African consumer from the Asian consumer? Very different. I believe that African consumer is evolving very rapidly. I think African consumer is taking a leap which many Europeans and Americans took many, many years. I think African consumer is going in much faster. Asian consumer has a lead of about 15-20 years over African consumer. I think sometimes in early 90s, Asian consumer really started to make a big change, which African consumer is doing now. However, the Asian, as you know, we have three businesses in mobile technology. We have voice, data, which is internet, and of course m-commerce. In voice, I think Asian consumer, including Indian consumer, speaks much more. The elasticity is much more. And maybe they are more talkative than Africans, but clearly African usage is much lower. That's one big change. Second, coming to internet, Asian consumer, I think, has taken time. The gestation period of internet usage has been longer, whereas African consumer, I think, uses much more internet, which is fantastic news for us because we as a company have built largest 3G networks across 14 markets out of 17. So clearly it means that the data consumption of African consumer will be much more. The third one is on the m-commerce, which is using mobile as an ATM. Again, African consumer is ahead of Asian consumer. In Asia, it is a bank-led model. So governments don't allow mobile operators to use phones for money transfer, etc. Whereas in Africa, I think governments and central banks are far more liberal. So they're giving permission to African operators to use it as a money transfer equipment. So to that extent, African consumer is evolving faster. I believe that in matter of next 3 to 5 years, African consumer will be ahead of some Asian countries
Already I'm seeing a lot of non-food, a lot of food consumption moving, spend moving to non-food and services. Also, I'm seeing much higher degree of sophistication coming up because I think the consumer is awakening now. The youth median age is only 18, so obviously, they read much more, they use much more of internet. And most important, I think consumer is discerning and the brand consciousness is far greater. Which is good and bad because when you want to buy a brand, as he said, you need to spend more money. So affordability is important. Therefore, if they can't buy original BlackBerry, they'll buy second-hand BlackBerry for the time being till they earn more money. And what are some of the challenges that we're facing going forward? No, I believe that the consumer is evolving. However, there are some responsibilities which governments and industry carries, which needs to move faster. I have two worries about African consumer. One, that the urban consumer, while is very evolved, the suburban and rural consumer is still far behind. And that trickling down impact of economic growth is not going to small towns and villages. And that's a very, very important factor. If you go around Asia, go around India, China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, all these countries, the trickling down has been very fast, which means that money, the wealth has not stayed at the urban level. It has actually gone down to small towns and finally to the villages. That is happening in Africa in a very, very slow way. It's too slow, and I think the politicians as well as the industrialists should think of cascading it down to lower strata of society. The second worry I have is that there is a huge potential of every sector. For example, potential of agriculture sector is the highest in the world in Africa in terms of soil quality and water. The potential of BPO, for example. I'll give you another example because India is very big in BPO because the English language is good in India. In Africa, English, French is good. So many of these natural resources are not being leveraged fully, are not being utilized fully, and actually Africa should be the granary of the world. Africa should be the largest BPO sector of the world. So I'm saying there are many, many huge potential areas which governments and industry can promote, and then consumption will grow much more. It's all about consumption. Economic growth is based on good consumption, higher consumption by not only urban areas but also suburban areas. So these are a couple of factors which governments and industry should take care. Thank you. We have a few minutes left, so maybe I'll open it up to one or two urgent questions from the audience. If you just raise your hand, the mics, and then please keep the questions short so we can get the answers in. Any questions? Yeah, we have one at the back. Everyone, I'm Emmanuel Dosoyovo. I'm from Benin, located in Paris. I work at Accenture, and I co-head mobile financial services at Accenture in France. My question is as follows. Many people say that mobile financial services is not successful in Africa. Really? What would you say, please, Mr. CEO of Bharti? Thanks. No, I think the global banking structure is bank-led, branch-led, ATM-led. I think Africa is breaking that paradigm completely. And M-Pesa in Kenya has led that breaking of paradigm. And I can assure you that this perception, if somebody has that Africa is not changing fast, it is not correct. Because you will see in the next 2–3 years, this equipment becoming a mobile ATM. This will become the mobile ATM. And the Western world actually may have to adopt this rather than build physical branches and physical ATMs, which are far more expensive. My company and many other companies in the sector are making a big change. They're making investments in platforms, they're making investments in brands. And I believe that bank branches not being enough, ATMs not being enough is a good news, because I think consumer will have better experience, faster experience, and finally a secure experience on this. One last question.
Do we have? No questions. Oh, we have one right here. Right? Do you want to stand up so they can see? Thank you for taking my question. I'm Alex Smith. I work for the European Investment Bank. You've been talking a lot about the consumers, but at the same time, yesterday, we have heard from many speakers that a very significant share of the youth in Africa is actually unemployed. So in this context, I'm wondering, could you please describe maybe in more detail who is the typical consumer in Africa today? And maybe if you are already able to distinguish between a few segments of consumers who are active today or who are about to be active tomorrow. Thank you. Right. Maybe I would love to hear, a quick answer from each of the audience participants, and then we're going to have to close. So who is your consumer today? Bon, moi, j'ai une clientèle qui est ciblée. Je me base essentiellement sur les hommes d'affaires et sur les investisseurs. Et cette clientèle-là, c'est une clientèle qui a besoin de gérer son temps, qui n'a pas besoin de perdre du temps, que ce soit dans les aéroports, qui a besoin des modes de paiement qui sont très très faciles. C'est la catégorie de clients que j'ai. Céline. Alors moi je dirais que pour ce qui nous concerne, c'est la jeunesse, les jeunes Africains. Et en fait, ils réclament des produits finalement très très simples. Et je parlais du produit culturel. Produit culturel, c'est quoi? C'est la musique, c'est le cinéma, c'est des séries, j'étendrai même ça jusqu'à la télé-réalité. Des choses finalement qui sont simples, mais qui manquent de produits et qu'ils regardent parfois à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si vraiment la question de revenus est essentielle à ce niveau-là, surtout si je vous parle d'une catégorie simple comme les produits culturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes Africains ne gagnent peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils arrivent quand même, Dieu merci, à écouter de la musique, à s'habiller, à lire. C'est vrai qu'on pourrait faire mieux et justement leur apporter des produits africains à des prix qui leur sont accessibles. Mais en fait, c'est une question d'intérêt, c'est une question de susciter un intérêt profond et au-delà de la question vraiment de portefeuille et de pouvoir d'achat. Donc, je pense que la solution est vraiment dans des produits tout simples, je dirais peut-être même bêtes. Et c'est ce qu'on voit notamment sur Internet. On est capable aujourd'hui, si vous vous connectez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous êtes capable de déterminer les 5 grandes tendances des 5 ou 10 prochaines années à venir dans les produits clés à produire pour les jeunes Africains. Et ils sont simples. Perfect. Manoj, I guess the question for you is who is not your consumer? No, 1.1 billion Africans are consumers. So we go after population, just like we went after population in Asia, we go after population in Africa. But we do a very simple segmentation into 3 segments. Number 1 is HNI, which is a very important consumer for us. The high network. Because the high usage of voice, data, roaming, international, everything is done by HNI, and most important for us, and very profitable user for us. The second is youth. Youth, luckily, there's a portion of youth, and what you're asking is absolutely pertinent. There's a portion of youth, let's say 50%, which takes a lot of money from the parents and also earns some money himself or herself. That youth is a very high user youth, which gives us a lot of APU, high usage of internet, high usage of voice too. The third segment which we use is mass. And that, you're right, constitutes of lower middle class, lower middle class, maybe lower segment of youth who's partially employed or unemployed. So they use phone intermittently. They don't use it continuously. They may use it for 10 days a month, 15 days a month, depending on how much money they have in pocket. But phone is like food. Phone is like clothing. Phone has to be used even by masses who may not be fully employed. But somebody who's completely unemployed obviously will not use it.
So these are 3 segments we run after. And each of these 3 segments have a different way of branding, different way of media planning so that we attract them in a segmented way also. Thank you. And Véron, last word. Par rapport à nos consommateurs, nos clients potentiels, on dit l'Afrique a 1 milliard d'habitants. On peut dire que mon marché à moi représente 1 milliard de clients potentiels. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Afrique n'est pas un marché. L'Afrique est une myriade de marchés. Donc, quand nous disons que nous mettons des produits de technologie, la technologie, n'oublions pas, a été citée par monsieur le professeur Summers hier comme étant les facteurs de développement. Quand nous vendons nos produits technologiques, nous devons le vendre sur plusieurs marchés. Nous ne pouvons pas communiquer de la même façon dans un pays d'Afrique à majorité chrétien que des pays d'Afrique à majorité, on va dire, musulmans. Ce qui veut dire que cette différence de langage qui existe dans ce grand marché, qui représente une myriade de marchés, c'est aussi un facteur bloquant par moment, mais le fait est que nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à la technologie à un prix abordable, nous pousse à parfois dépasser ces obstacles-là. Voilà. C'est un grand marché et chaque marché a son code. Et il faut rentrer dans ces codes-là pour pouvoir atteindre ce milliard d'habitants. Et nous disons toujours que Apple est géant en Amérique, Samsung est géant en Asie, et VMK devrait être le géant africain. C'est juste une histoire de temps. Perfect. Well, please join me in congratulating the panel. Thank you very much.